Ce matin, c'est Daniel Jean qui va nous présenter la prédication. J'ai oublié de présenter Daniel et Mona ce matin au début. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous visitent pour la première fois. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du tourisme sexuel. C'est des gens qui viennent de nos pays, qui vont dans d'autres pays profiter des jeunes. Et puis, on peut penser que c'est leur problème, mais ce n'est pas juste leur problème. Parce que c'est des gens de pays qui se disent chrétiens qui vont faire ces choses-là. Alors, Daniel, il va nous parler, lui, du travail qu'il fait pour aider à combattre ça. J'invite Daniel à se présenter à l'avant. Bon, alors, ce sera pas long, il faut que j'ouvre mon ordinateur. OK, donc, premièrement, je veux vous remercier vraiment du fond du cœur de me donner cette tribune-là ce matin pour pouvoir vous présenter le travail que Talitha Kumi fait. Je remercie l'Église, je remercie le Conseil des Anciens. C'est pas nécessairement facile d'obtenir un dimanche matin dans les églises, ils sont souvent très réservés pour la prédication. Ce matin, c'est pas tant une prédication en tant que telle que je vais vous faire, mais vous présenter le travail qu'on fait. Premièrement, Talitha Kumi, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire? Oui, excellent. Alors, ce que je vais faire ce matin, dans le fond, je vais m'introduire, je vais vous expliquer qu'est-ce qui nous a amenés à s'engager dans ce travail absolument gigantesque. Et on est les premiers surpris, mon épouse et moi, d'avoir été appelés à aller combattre la prostitution chez les jeunes filles en Indonésie, parce que c'est ce qu'on fait. Je vais vous expliquer aussi le cheminement qui m'a amené à ça, la recherche que j'ai faite qui m'a amené à passer à l'action. Et peut-être certains d'entre vous se demandent aussi comment ça se fait que vous n'êtes pas au Canada. C'est des choses que je vais vous expliquer, des questions qui nous sont posées, qui sont légitimes. Et ce matin aussi, je vais peut-être manquer un petit peu de fluidité parce que je vais devoir travailler sur 2 ordinateurs. J'ai une télécommande ici pour changer les choses à l'écran et pour Zoom. Et mes notes de présentateur sont sur mon ordinateur ici. Donc, ça va peut-être des fois m'arriver de m'arrêter pour lire un petit peu mes affaires, pour vous présenter tout ça. Donc, Talitha Kumi, alors qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on vient au secours des enfants victimes de trafic sexuel. Et on fait ça, dans le fond, moi je suis photographe, je suis aussi un enseignant. Mon épouse Mona est une jeune retraitée infirmière à la retraite. Et dans le fond, je vais en Indonésie au moins une fois par année pour aller visiter ce que je vais vous expliquer tantôt, là, en fin de compte, avec des images aussi, avec des photos, bien sûr. J'ai abondamment beaucoup de photos à vous montrer puisque c'est principalement par ça que je travaille. Et nous, dans le fond, on documente, mais aussi on soutient des filles là-bas. Et ça me fait plaisir de tout vous expliquer ça. Donc, premièrement, moi, qui je suis, il faut que vous sachiez qu'en étant ici ce matin, j'ai comme l'impression de revenir un peu à la maison. Parce que ça fait 42 ans, oui, ça fait 42 ans déjà que je suis chrétien. Je me suis converti à Chicoutimi. J'allais à l'église de frères de Chicoutimi. Peut-être les plus anciens parmi vous connaissent M. Botteré. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais le camp Brochet, peut-être. Oui. Alors, le camp Brochet, c'est M. Botteré qui a fondé ça. Et c'est là, nous, que ma femme et moi, on est devenus chrétiens. Il y a maintenant 42 ans. Alors, je suis un enseignant aussi. Je suis professeur de sciences au secondaire. J'avais pris ma retraite il y a quelques années, mais finalement, je m'ennuyais à la maison et il manque de profs cruellement. Donc, j'ai recommencé à travailler, mais à temps partiel. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qui m'a amené, moi, à m'impliquer dans ce travail-là? Comme je vous ai dit tantôt, je suis comme le premier surpris d'être impliqué dans ce genre de travail, la lutte contre le trafic sexuel chez les jeunes filles. C'est que nous, en 2015, on a visité l'Indonésie comme touriste. Ma femme et moi, on a vraiment beaucoup aimé le pays. On a voyagé quand même un peu partout dans le monde et c'est un endroit qui est très sécuritaire pour les touristes et les gens sont extrêmement sympathiques. Donc, on a vraiment aimé le pays et les gens. Et quand je suis revenu, j'ai écouté un reportage justement sur la prostitution chez les jeunes filles, mais au Cambodge.
Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un problème comme ça en Indonésie. Et j'ai été extrêmement touché. J'ai pleuré presque tout le long du film sur le sort de ces jeunes filles. Et j'ai compris que la tristesse que je ressentais, c'était la tristesse de Dieu pour ces filles-là. Donc là, je me suis mis à prier. J'ai demandé à Dieu, bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire quelque chose pour ça? Et il m'a dit, ben écoute, t'es photographe. Ben, il m'a dit, on se comprend, là, j'ai pas entendu une voix me dire, Daniel, t'es photographe, va en Indonésie, mais c'est la direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit que tu vas écrire à des organismes là-bas, tu vas leur offrir d'aller faire un reportage sur le sujet. Donc, en 2017, on est parti. Ça a pris presque 1 an et demi de démarche, puis aussi, ben, on avait, nous aussi, dans le fond, des préjugés, des idées arrêtées. Est-ce que ça va être dangereux? Est-ce qu'on risque notre peau en allant là? Mais tout ça, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Mais finalement, il y a une organisation là-bas, un organisme humanitaire qui a accepté de nous accueillir pendant une semaine. Et c'est comme ça qu'on a, dans le fond, commencé. J'ai fait un reportage sur le sujet. Je vais vous montrer des photos. Il n'y a absolument rien d'indécent. Faites-vous-en pas. C'est sûr que je ne vous montrerai pas des choses qui n'ont pas d'allure, mais de toute façon, c'était pas du tout ce qu'on pensait que ça allait être. Donc, pourquoi est-ce que je pense que, comme chrétien, on doit agir, comme Église, que ce soit la vôtre, que ce soit n'importe quelle Église, pourquoi on doit agir? C'est parce que la réponse à la question que vous voyez à l'écran présentement, que vous ne voyez pas, excusez, OK, voilà. Si jamais là, je me mets à parler, je vous dis que quelque chose est à l'écran, mais il ne l'est pas, faites-moi signe, okay? Parce que là, il faut que je pense sur des affaires à la fois. Donc, pour moi, la réponse à cette question, elle est évidente. Okay? Je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma sœur, je suis le gardien de ces jeunes filles là-bas. Et à partir du moment où je suis au courant que quelque chose se passe et que je peux faire quelque chose, je dois agir. C'est un petit peu ce que je vois. Ensuite, on a aussi le verset qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Donc, c'est l'essence même. Vous savez que les chrétiens, c'est nous qui sommes à l'origine du mouvement abolitionniste, de l'esclavage aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, c'est avec les chrétiens comme nous que ça a commencé. Donc, on a comme une histoire, on a un héritage là-dessus. Puis l'autre verset qui me frappe à chaque fois que je lis, c'est « Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? » Fait que moi, en allant là-bas, la femme, la fille, la jeune fille qui est victime de prostitution, je l'ai vue. Donc, je peux plus, excusez, il faut me le dire, hein, oups, il fallait pas que je change tout de suite. OK. Donc, c'est ce qui nous a amené, nous, à s'impliquer. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai fait de la recherche avant de m'impliquer là-dedans. Et j'ai découvert des choses absolument horribles. Okay? Comme, premièrement, ça, c'est toutes des statistiques qui c'est basé sur des organismes gouvernementaux qui nous ont fourni l'information. Alors, une des statistiques qui m'a frappé, c'est qu'un enfant est abusé, violé, torturé et tué à toutes les 30 secondes dans le monde. Donc, abusé, violé, torturé ou tué, ou un peu de tout finalement, à toutes les 30 secondes. Ça, c'est une des choses. Il faut que vous sachiez aussi que dans les pays asiatiques, on paie cher pour une vierge, okay, parce que les Asiatiques sont très superstitieux et ils croient, entre autres choses, que s'ils sont les premiers à déflorer une jeune fille, ça va les protéger contre le sida, ça va leur apporter chance et prospérité, tout ça. En tout cas, ils ont toutes sortes de superstitions. Ce qui fait qu'on va payer très cher pour être le premier à pouvoir passer sur un enfant. On le fait maintenant de plus en plus jeune. Donc là, on passe dans le fond de la prostitution à la pédophilie. Okay? Parce que même dans ce monde-là, il y a des criminels qui essayent de frauder les gens en leur vendant une vierge. Sauf que ça n'en est pas une. Donc, les gens payent très, très cher pour avoir des relations sexuelles, être les premiers à pouvoir avoir des relations sexuelles avec une jeune fille. Ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Donc, maintenant, ils réclament des filles de plus en plus jeunes pour être sûrs d'avoir une vierge. Fait que c'est dans le fond, le monde dans lequel on évolue là-bas. Et
il y a quelque chose, bien sûr, qui se passe dans notre monde. Au niveau de Internet, ça a des bons avantages, mais ça a aussi des côtés qui sont moins bons. Et ça permet, dans le fond, à des pédophiles et des prédateurs sexuels d'être très, très, très actifs. Par exemple, en 2023, c'est 785 322 signalements de contenus illégaux sur Internet. Les contenus illégaux, c'est des contenus à caractère sexuel qui impliquent des enfants, qui impliquent des personnes qui ont été filmées de façon non consentante, des pratiques tout simplement abominables. Et ça ne s'améliore pas vraiment notre affaire. Autre statistique qui m'avait frappé, 2 millions d'enfants disparaissent chaque année. Okay, alors, c'est qu'ils sont nécessairement tués, ils disparaissent. Alors, ils peuvent fuguer, ils peuvent avoir été kidnappés par leurs parents, par n'importe quelle personne qui est intéressée à avoir un enfant. Okay, alors, 2 millions d'enfants chaque année, c'est 5 479 enfants à chaque jour dans le monde qui disparaissent. Par exemple, je n'ai pas les statistiques pour Longueuil, mais si on prend la population de Sherbrooke, puis on applique cette statistique-là, bien, au bout de 31 jours, il n'y a plus un enfant à Sherbrooke. Ils ont tous disparu. Au niveau du Québec, de notre province, au bout de 4 ans, la province est vide. Il n'y a plus personne. Donc, c'est un énorme, énorme problème qui est causé, entre autres choses, par la pauvreté extrême. Ici, la pauvreté, on connaît ça, mais au niveau qu'on peut voir quand on va en Indonésie, entre autres choses, il n'y a aucune comparaison possible. Vraiment pas. Et je ne dis pas ça pour minimiser ceux qui ont des moyens plus faibles, qui ont de la misère à arriver, mais juste pour vous dire que quand on parle de pauvreté extrême, bien, vous savez qu'une jeune fille ne se lève pas un matin en se disant « Moi, mon plan de carrière, c'est d'être prostituée, c'est d'être obligé de vendre mon corps à 7 pieds de gars par jour, puis youpi, on va avoir du fun. Hein? » C'est pas ça. Souvent, c'est le seul choix qu'ils ont. Donc, c'est plus un choix. Il n'y a pas une femme qui devient prostituée par choix. Nous, on ne croit pas ça chez Talita Kumi. Malgré ce que certaines peuvent en dire à des fois au Québec, quand on creuse en arrière de ça, il y a tout le temps des histoires d'abus, de maltraitance, il y a tout le temps des histoires de toxicomanie. Une femme qui est saine d'esprit, en tout cas, les femmes, vous pourrez me contredire si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement le genre de carrière qu'on va choisir. Ensuite, ça dit que Statistique Canada rapporte une augmentation de 300 %, donc ça a triplé, des cas d'abus et d'exploitation en ligne. Alors ça, c'est juste pour le Canada. Les abus en ligne, c'est que vous savez que si je suis professeur, puis j'ai sur mon téléphone des images d'une jeune fille qui a été abusée puis qui est venue me voir pour avoir de l'aide, moi-même, je peux être accusé ou criminel. Il ne faut pas avoir aucune de ces images-là. Donc, quand on parle d'exploitation puis d'abus en ligne, c'est que souvent, ça va commencer comme ça. Les pédophiles vont approcher des enfants ou des préados et ils sont faciles, dans le fond, à séduire. Okay? Alors, le tiers de tous les sites signalés par l'ONG Internet Watch Foundation, pour ce qui est des pays pédocriminels, les serveurs sont situés dans les Pays-Bas. Alors, il y a une explosion là-dessus. Internet, malheureusement, comme je vous disais, ça a du bon, mais il y a des gens mauvais qui vont s'en servir aussi. Okay. Alors, une autre affaire qui m'a frappé aussi, au cours d'une année, un enfant prostitué, alors que ce soit un garçon ou une fille, c'est principalement des filles, mais les garçons aussi, va vendre ses services sexuels à 2000 hommes, okay, dans une année. Donc, nous, chez Talita Kumi, on appelle les gens qui vont voir des prostituées, on ne les appelle pas des clients, on les appelle des abuseurs. Hein, parce que ce sont des gens qui abusent de la pauvreté puis de la faiblesse de d'autres personnes pour abuser d'eux. Alors, ça veut dire, cette statistique-là, ça veut dire que l'enfant qui se prostitue, bien, c'est 8 abuseurs, pardon, par jour. Et les jeunes filles que vous voyez là, on les a photographiées dans un quartier qui s'appelle le Red Light à Jakarta. Alors, le Red Light, dans n'importe quelle ville, ça désigne un endroit qui a été décidé par les autorités où est-ce que la prostitution allait se passer. Et c'est sûr que ces jeunes filles-là, si on ne fait rien, les chances sont grandes qu'ils tombent entre les mains des trafiquants parce qu'ils sont extrêmement pauvres. L'Indonésie est un pays extrêmement inégalitaire. Vous êtes soit très riche, soit très pauvre. Il n'y a pas vraiment de milieu.
Quand on parle de pauvres, là, on parle de vivre avec des très, très, très petits revenus pour avoir de la misère à manger tous les jours. Donc, vous comprenez que ça amène une tentation. Les parents sont souvent très tentés de vendre, entre guillemets, pas vendre littéralement comme je vends mon auto, mais de vendre leur enfant dans un réseau de prostitution, parce que malheureusement, ça marche. Ça les sort du trouble. Les enfants reçoivent quand même pas beaucoup d'argent pour leurs services qu'ils peuvent ensuite envoyer à leurs parents. Et donc, les filles là-bas, en Indonésie, sont vues comme un investissement. En Inde, c'est le contraire. Les filles, il y a beaucoup d'avortements parce que les filles, c'est un fardeau financier. En Indonésie, c'est le contraire. Dans le fond, si j'ai une fille, bien, si ça va mal, je vais pouvoir l'envoyer se prostituer, envoyer de l'argent à la maison. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça marche dans ce pays-là. Alors, l'Indonésie, pour ceux peut-être qui ne savent pas où ce que c'est situé, c'est ce que vous voyez dans le fond en bas. Vous êtes comme ça, donc en bas à votre gauche, c'est l'Australie. Alors, c'est très loin. Quand on en arrive, on était là du 4 au 11 août. Donc, on a des nouvelles très fraîches à vous donner. Ensuite, on était à Tokyo. On était supposé être 5 jours à Tokyo, mais la grève d'Air Canada a fait qu'il a fallu qu'on soit là 10 jours. Donc, je suis revenu vendredi. Je suis encore dans le décalage de fuseau horaire. Donc, je suis 13 heures en arrière de vous. Donc, ce matin, on s'en venait. On a un petit mal de cœur, puis c'était pas la nervosité. C'est juste le temps de s'en remettre. Alors, comme je vous disais, pourquoi l'Indonésie? Ben, c'est l'appel de Dieu. C'est aussi simple que ça. Dieu ne nous a pas appelés ici, il nous a appelés là-bas. Et ici, il y a beaucoup de ressources. Pour une fille qui veut sortir de la prostitution, la police est active, la police intervient. Ils peuvent aller à l'école. L'école est vraiment gratuite. Il y a quand même beaucoup de ressources. Tandis que là-bas, en Indonésie, il n'y en a pas. Il y a 1,8 million de personnes là-bas qui sont esclaves d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit comme travailleurs domestiques, sur les bateaux de pêche. Il y a toutes sortes de façons d'exploiter un être humain. Et là-bas, ben, c'est une population de 285 millions de personnes. C'est principalement musulmans. Et écoutez, j'ai rien vu de positif que l'islam apporte dans un pays. Rien. Rien du tout. C'est un pays à prédominance islamique, puis tous les pays à prédominance islamique, les droits de la femme sont bafoués. Les femmes n'ont pas de droits. Et l'Indonésie échappe pas. C'est le plus grand pays musulman au monde, mais c'est pas tous des pratiquants, bien sûr. C'est comme nous, aux catholiques, c'est-à-dire au Québec, on se réclame d'être catholique principalement. Là-bas, les gens se réclament d'être musulmans, c'est de naissance. Donc, c'est drôle parce que là-bas, ici, on parle de politique, mais quand on parle de religion, les gens deviennent mal à l'aise. Hein? Tandis que là-bas, c'est le contraire. Tu parles pas de politique, mais tu parles de religion, ça, il n'y a aucun problème. Alors, dans les 27 pays du sud-est asiatique, pour ce qui est de l'esclavage, ils sont 10e. Donc, c'est pas un rang très enviable. Ça ne va pas du tout. C'est un pays extrêmement corrompu. C'est tellement corrompu que l'argent qu'on envoie là-bas, parce que nous, dans le fond, on soutient les filles, c'est en les gardant à l'école qu'on lutte contre la prévention. Je vais élaborer un petit peu là-dessus plus tard. Mais nos intervenants de rue ne peuvent pas donner l'argent aux écoles. Il faut qu'ils donnent l'argent aux filles directement, qui vont le donner à l'école pour payer leurs frais de scolarité, parce que sinon, les écoles détournent les fonds et l'argent n'est pas utilisé pour les filles. Mais là-bas aussi, tous les territoires de prostitution sont régis par l'armée. Les policiers protègent les proxénètes, les juges sont corrompus. C'est un niveau de corruption absolument incroyable du sommet de l'échelle jusqu'en bas complètement. Ça fait comme partie de leur vie. Tu peux tout acheter, donc tu peux te sortir de n'importe quoi avec un peu d'argent. Et ils sont l'Indonésie est le pays numéro 1 au monde pour le mariage chez les filles de moins de 18 ans. Alors, c'est en théorie illégal, sauf qu'ils sont privés d'une exception. Si les parents sont d'accord, ben tu peux te marier avant 18 ans. Fait que c'est pas une très très bonne affaire, on s'entend. Hein? Alors, c'est sûr que c'est une misère qui est difficile à imaginer. Ça, ici, c'est une photo que j'avais prise aussi dans le Red Light de Jakarta. Faut que vous sachiez, les gens vivent dans la rue, ils ont des petites pièces où est-ce qu'ils vont dormir. Et là-bas, il pleut 8 mois par année.
Donc, les gens qui vivent comme ce que vous voyez sur la photo, ben, ils sont 8 mois par année à avoir tous leurs effets personnels être inondés. L'eau s'en va, l'eau revient, l'eau s'en va, l'eau revient. Donc, c'est pas une vie très, très, très agréable. Donc, il faut que vous sachiez aussi que les Chinois sont les plus gros consommateurs de prostituées dans le pays et sont les principaux propriétaires des bordels en Indonésie. Et alors, les Chinois là-bas ne sont pas très appréciés aussi parce qu'en 2008, quand il y a eu l'effondrement boursier, ce qu'ils ont fait, il y a des Chinois qui ont eu de l'information que le lendemain, la bourse s'effondrait. Donc, à ce moment-là, l'argent indonésien ne valait plus rien. Fait qu'eux autres sont partis, ils ont été dans la région où on travaille, qui sont principalement des producteurs de riz. Ils ont acheter les fermes en offrant des sommes absolument faramineuses aux fermiers. Qui, eux, sont des gens ignorants, pas instruits. Sont tombés dans le panneau. Du jour au lendemain, je viens t'offrir des millions pour ta ferme. Tabarnouche, let's go, on y va. Fait que les Chinois ont fait ça, puis le lendemain, l'argent ne valait plus rien. Donc, à ce moment-là, les Chinois se sont retrouvés propriétaires de toutes les rizières. Des Chinois de Jakarta, bien sûr. Là. Et ça fait que c'est sûr qu'être Chinois là-bas, vous n'êtes pas tellement apprécié, avec raison quand même. Alors, nous, dans le fond, l'endroit où est-ce qu'on travaille, c'est sur l'île de Java. C'est Java West. Et c'est dans une ville qui s'appelle Bangas. C'est aussi un district qui fait partie c'est un sous-district qui fait partie d'un district. Bon, l'équivalent des districts, c'est un peu comme les provinces là-bas. Donc, on travaille dans la province d'Indramayu, puis on a commencé à Bangas. Fait que ça, vous voyez, dans le fond, ce sont des ouvriers qui étaient probablement, il n'y a pas si longtemps, propriétaires de leur ferme, puis maintenant se font exploiter pour travailler dans ce qui était leur ferme. Il y a 31 districts, 317 villages, c'est extrêmement pauvre. Il y a 20 ans, il n'y avait ni eau courante, ni électricité, ni route pavée pour se rendre là. Puis, comme je vous dis, il pleut 8 mois par année. Donc, pendant 8 mois, c'était difficile d'accéder à ces endroits-là. Malheureusement, ce district-là, au niveau économique, c'est très difficile parce que la seule activité, c'est la culture du riz. Fait qu'il n'y a aucune raison pour un touriste d'aller là. Il n'y a rien à voir au niveau touristique. Des rizières, à un moment donné, quand tu as vu une rizière, tu les as tout vues. C'est toute la même affaire. Fait que, quand on y a été, on était les premiers Canadiens à mettre les pieds là, quand même. Fait que et les gens nous regardaient avec beaucoup de curiosité, parce que, bien sûr, on n'a pas la peau la même couleur qu'eux autres. Hein? Donc, ça ici, ce que vous avez là, ce sont des maisons à Bangas. Oui, il y a des gens qui habitent là-dedans. Fait que vous imaginez quand il pleut, quand il y a des grosses pluies, c'est pas tellement hermétique, ces affaires-là. C'est comme je vous dis, les gens vivent dans une pauvreté qu'il faut qu'on comprenne un peu plus, parce que sans justifier et sans approuver le fait qu'ils vont vendre leurs filles à des réseaux de prostitution, ça nous aide à comprendre. Quand tu n'as aucun soutien de ton gouvernement, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu vis de la charité de tes voisins qui te donnent un peu de riz par jour, parce que chez les musulmans, il faut qu'ils donnent 2 % obligatoirement de leurs revenus aux pauvres. Mais 2 % de ce qu'ils donnent là-bas, ça ne représente pas grand-chose. Juste vous donner une idée, là, nos employés là-bas, ils gagnent 240 $ par mois, puis c'est un excellent salaire pour eux autres. 240 $ par mois. Alors, c'est sûr que, comparé à ici, ça ne marche pas, mais là-bas, c'est un bon salaire. 240 $ par mois. Donc, c'est vraiment très, très pauvre. Il y a beaucoup d'emplois qui dépendent de la prostitution. Les managers de karaoké. Là-bas, souvent, les karaokés, c'est des fronts pour la prostitution. Les gens vont là, ils s'assoient, puis là, il y a des serveuses qui viennent. Puis c'est un peu comme un buffet. Dans le fond, tu regardes, bon, elle me tente, fait que tu achètes ses services, tu t'en vas en arrière, des petites chambres, tu fais ton affaire, tu reviens, tu continues à chanter, à boire un peu. Ces karaokés sont souvent des fronts en Asie, partout en Asie, pas juste en Indonésie. Les proxénètes eux-mêmes, qui sont des femmes la plupart du temps, ce qui nous a stupéfiés, que des femmes fassent ça à d'autres femmes. Alors les pimps, ce qu'on appelle des pimps, c'est les proxénètes, c'est très souvent des femmes. Les recruteurs, les trafiquants, il y a beaucoup d'emplois. D'emplois pour abuser ces gens-là, c'est quand même spectaculaire. Ça ici, pourquoi dans le fond, cet endroit-là, pourquoi on a été là? Ah, vous voyez pas. Oups, là j'ai été trop vite. Là,
Oui. Alors, c'est parce qu'à l'origine, dans le fond, les rois de Java, parce que Java était... Avant, il y avait des rois qui régnaient là-dessus. Et eux, ce qu'ils faisaient, les rois, traditionnellement, ont des harems. Hein? Quand ils étaient fatigués de leur harem, ils prenaient les filles et ils les envoyaient dans des bordels dans le district où est-ce qu'on travaille. Ce qui fait que... qu'est-ce que ça explique? Bien, c'est que nous, la chose qui nous a vraiment frappé là-bas, c'est l'extrême banalisation de la prostitution. Ma femme et moi, on s'attendait... Moi, j'étais parti là avec mon appareil photo, avec des téléobjectifs, parce que dans ma tête, j'avais la vision des films d'Europe de l'Est où les bordels, il y a des gros monsieur qui t'empêchent de rentrer, puis si tu veux prendre des photos, ils décollent après toi. Puis, moi, je m'imaginais que j'allais passer des journées cachées à quelque part pour essayer de prendre des photos. Mais c'était pas ça, pantoute, parce que ça fait 1500 ans que ce district-là fournit les prostituées dans le pays, puis ailleurs, en Asie, bien, c'est rendu banalisé. Ça fait comme partie de leur vie, puis pour eux autres, c'est pas grave. Donc, ça a été extrêmement facile pour nous. Extrêmement facile parce qu'on avait des guides avec nous, là, mais quand même, rentrer dans un bordel, s'asseoir avec les filles, faire des interviews, prendre des photos. Parce qu'il y a des bordels, puis là, les bordels, là, c'est pas ce qu'on pense. Hein, c'est des cabanes de bois avec des matelas sur le sol. Et il y en avait partout. Puis c'était pas un problème de rentrer là, puis de jaser. En autant qu'on achetait de la bière. Alors, il a fallu qu'on achète beaucoup de bière qu'on n'a pas bu. Mais parce que les proxénètes, dans le fond, comment ça fonctionne, la prostitution là-bas, c'est que les filles vont garder à peu près 80% de leur gain. C'est de l'argent qu'ils peuvent envoyer à la maison. Et le proxénète garde 20% et la vente d'alcool. Fait que la prostituée, elle s'arrange pour faire boire le client beaucoup, okay, parce que ça fait faire de l'argent au proxénète. C'est comme ça que ça marche là-bas. Alors ça, c'est dans le fond, c'est le local. Nous, on travaille avec une organisation qui s'appelle Yayasan Kuzuma Bangas, qui veut dire Fondation Les Fleurs de Bangas. Et les Fleurs de Bangas, ce sont les filles. Parce que là-bas, comme Canadiens, on ne peut pas travailler, nous, directement. Il faut qu'on soit associé à une organisation. Donc, c'est le cas. Et ça, c'est leur bureau. Et c'est avec eux autres, dans le fond, qu'on travaille. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'on fait, en fin de compte? Il faut sortir là, du cadre hollywoodien où on rentre dans un bordel, puis là, on sort les filles, puis là, on tire des coups de feu, puis... Ça, quand vous voyez ça sur Internet, là, des organismes qui prétendent faire ce genre de choses-là, dites-vous que c'est de la mise en scène. Que ça ne se passe pas du tout comme ça. Tu ne sors pas une fille de la prostitution comme ça parce que, premièrement, tu ne peux pas la renvoyer chez eux. Okay? Tant qu'elle est prostituée et qu'elle envoie de l'argent à la maison, elle est la bienvenue, mais si elle arrête, le village, la famille, tout le monde la rejette. Donc, tu ne peux pas sortir une fille comme ça. C'est pas de même, ça marche. Puis de toute façon, même dans ce pays-là, c'est la police qui peut faire des interventions policières. C'est surtout des organismes américains là, qui font des mises en scène comme ça pour ils rentrent dans les bordels avec les policiers, puis là, ils ont l'air d'intervenir, tout ça, mais c'est pas de même que ça marche. On règle absolument rien comme ça. Puis de toute façon, je veux dire, tu sors une fille d'un bordel de cette façon-là, 2 jours après, elle est de retour. Parce que le juge va avoir été acheté, va exonérer le trafiquant, va exonérer le pimp, puis comme je vous dis, la famille, le village veulent plus d'elle. Donc, à ce moment-là, on retourne au bordel. Donc, c'est pas de même que ça marche. Nous, de la façon qu'on travaille, c'est que on garde les filles à l'école le plus longtemps possible. Parce que tant qu'ils sont à l'école, premièrement, leur vie est extrêmement ennuyante quand ils ne sont pas à l'école. Le fait d'être à l'école, ça permet à mes travailleurs de rue de garder un œil sur eux, de s'assurer que les trafiquants ne vont pas les recruter. Ça permet aussi de garder un œil sur les familles, parce que si l'enfant manque le moindrement de l'école, mon intervenant se rend à la maison pour voir est-ce que l'enfant est malade ou est-ce que le parent est en train de s'arranger pour que le trafiquant parte avec. Donc, c'est de le garder à l'école, cet enfant-là, puis aussi, c'est que en leur donnant une éducation, bien, ils peuvent accéder à des meilleurs emplois. Sinon, c'est la pauvreté assurée. Ils vont faire des petites job-ins par-ci, par-là. Donc, nous, c'est comme ça qu'on travaille, parce qu'en Indonésie, même s'ils prétendent que l'éducation est gratuite, sur papier, l'Indonésie, tout est beau. Hein? Ils luttent contre la prostitution, c'est illégal d'être trafiquant, tu risques une peine de prison de ci, de ça. C'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil, il ne se passe rien. Okay? C'est 7-8 accusations de proxénètes par année, alors qu'il y a 300 000 prostituées là-bas, 300 000 inscrites.
Okay? Fait que c'est beaucoup plus que 300 000, puis 30 %, donc 90 000 de ces prostituées-là sont des filles de 18 ans et moins. Alors, sur papier, tout est beau. Sur papier, l'éducation est gratuite, mais je ne sais pas pourquoi, mais les écoles, dans le fond, facturent mois après mois. Donc, ça coûte environ 45 $ par mois garder une fille à l'école. Quand vous savez que le revenu moyen d'une famille pauvre comme ça, c'est entre 50 et 100 $, bien, vous comprenez qu'ils n'ont pas les moyens d'envoyer leur enfant à l'école. Donc, nous, c'est principalement de cette façon-là qu'on travaille. C'est ici, ça. Alors, la réalité de la rue. Hein, alors, ça ici, ce sont des prostituées. Ben, pas celle, la madame qui est à côté de la petite fille, là, qui a le doigt comme ça, pas elle. La petite fille, ça, je ne penserais pas, mais les deux que vous voyez à votre gauche, ben, c'est à votre gauche ou à votre droite? Enfin, les deux qui sont assis, okay, ce sont des prostituées. Ce ne sont pas des mineurs, okay, parce que les mineurs, les mineurs, dans le fond, pour employer un terme vulgaire et cru, ça, ils sont fraîches. Okay? Donc, ils ne sont pas gardés dans ces bordels de seconde zone-là. Ils sont envoyés dans les bordels plus gros, dans les capitales, à la capitale ou en dehors du pays. Ce qui fait que ils sont, c'est leur, le terme me dégoûte, là, mais c'est leur fraîcheur qui fait qu'ils sont vendables. Tandis qu'eux autres, ben, leur fraîcheur laisse à désirer. Donc, ils sont dans des bordels de seconde classe. Il faut que vous sachiez aussi que les enfants en Asie, que ce soit en Indonésie ou peu importe, ils sont élevés avec un sens du devoir qui dit leurs parents leur disent, en fin de compte, écoute, je t'ai donné la vie, donc si j'ai des problèmes financiers, tu dois m'aider. Peu importe ce que je vais te demander de faire, tu dois le faire. Fait que les filles ont un très, très grand sens du devoir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aller dans les bordels puis sortir une fille de la prostitution sans avoir de quoi y offrir, ben ça donne rien. Puis la fille ne le fera pas, la plupart du temps, parce que son sens du devoir envers ses parents, c'est tellement inculqué, c'est tellement en eux, que c'est pour ça que c'est très... Un coup qu'ils sont dans les réseaux de prostitution, c'est difficile de sortir. C'est pour ça que nous, on axe sur la prévention. Alors, à cause de ça, ben, on n'a pas été témoin de violence. Les filles ne sont pas violentées. C'est pas nécessaire. Ce sens du devoir-là les garde dans les bordels. Okay? Donc, c'est pas nécessaire de mettre de la pression autre que celle-là sur les filles. Puis aussi, comme je vous dis, ils sont rejetés. S'ils ne rapportent plus d'argent, ils sont rejetés. Ils ne peuvent même pas aller à l'école et ils se font intimider. Okay? Donc, c'est ici... Oups, dans le fond, je pèse 2 fois. Non, ça c'est correct. Oui. Alors, les petites cabanes de bois que vous voyez là, ce sont des bordels. Okay? C'est à ça que ça ressemble, un bordel. Et les filles que vous voyez là, on les a interviewées. Ils ne sont pas mineurs, comme je vous dis. Les mineurs, ils ne sont pas dans le district, ils ne sont plus là. Okay? Sauf qu'ils étaient très excités, très enthousiastes. D'un coup, comment ça fait que des Canadiens, un journaliste canadien vient nous voir, puis c'est là que ça nous a coûté une fortune en bière. Là. Puis à un moment donné, il a fallu que j'avertisse le proxénète et dire, regarde, si tu amènes encore de la bière, je la paye plus. Là. Parce que là, on la buvait même pas, puis amener de la bière. Ça nous a coûté 100 $ de bière là-bas pour pouvoir faire l'interview. Que voulez-vous? C'était ça le travail là-bas. Fait que pour les jeunes femmes, là-bas, il y a 2 options pour le travail. C'est la prostitution ou la prostitution. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a presque pas d'emploi là-bas. Et la plupart aussi vivent, dans le fond, au pays des licornes. Parce que ça arrive exceptionnellement qu'un client va apprécier une prostituée au point de vouloir la marier. Donc, toutes les prostituées espèrent ça. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'un coup que la fille est mariée, ben là, le mari travaille pas, ne veut pas travailler. Fait qu'il dit à sa femme, ben là, tu vas retourner au bordel pour aller nous faire de l'argent. Donc, c'est un coup qui s'est pris là-dedans, c'est très difficile. Et ça ici, dans le fond, c'est une prostituée dans son lieu de travail. C'est pas un travail, là, c'est un lieu pour être abusé. Fait que ça ressemble à ça. Le client va là, ferme le rideau, fait son affaire, puis après ça, ben, on passe à autre chose. Mais encore, là, ce qui nous stupéfiait, nous, c'était la facilité que je puisse prendre toutes les photos que je voulais. C'était vraiment surprenant. Ici aussi, ça, c'était un soir dans un autre bordel. Là, fait que vous voyez, les 2 femmes qu'il y a là, ils sont assis, ils attendent les clients. Puis les clients viennent, puis ils te choisissent ou ils te choisissent pas. C'est fou comme ça.
comment ça je suis rendu là? Oups, ça va pas long. Voilà. Alors, ça, c'est une jeune prostituée. Elle était en bas de 18 ans. Et vous voyez que l'avenir va être... C'est complètement bouché pour cette jeune femme-là. Puis comme je vous disais, on ne peut pas compter sur le gouvernement à faire de quoi. Il y a des minces efforts qui sont faits, mais règle générale, si on n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose. Alors ici, dans le fond, c'est une des premières filles qu'on a aidées. Elle s'appelle Dewi. Elle a son petit garçon Adit, mais ça, c'est en 2017. Donc là, 8 ans plus tard, il est rendu grand comme ça. On est encore en contact avec eux autres à l'occasion quand on y va. Elle fuyait son proxénète. Donc, c'est une des premières filles qu'on a aidées. Et là, vous voyez, on était à la fin de notre semaine, fait qu'on était vraiment, vraiment claqués, puis encore sous le choc. Puis on espérait la rencontrer. Puis on l'a rencontrée le samedi avant qu'on parte, 1 heure avant qu'on parte du district. Elle est arrivée avec son petit bébé, fait que ça, on était vraiment, vraiment très, très contents. Et c'est ça, ça a été une des premières filles qu'on a aidées. Alors, vous voyez encore ici, ça, c'est où est-ce qu'elle vivait à l'époque. Donc, on a plusieurs projets en Indonésie. On aimerait avoir une maison refuge. Une maison refuge, c'est un endroit où les jeunes prostituées qui fuient peuvent aller se réfugier, vont être logés, nourris, vont être protégés, vont être éduqués. Souvent, on va leur apprendre un métier. On a, dans le fond, présentement, notre projet principal, on soutient 30 filles à l'école. Okay? Puis on fait ça à travers les dons personnels, quelques églises qui nous soutiennent. Et par la grâce de Dieu, à chaque année, on réussit à avoir dans nos coffres l'argent qu'il faut pour l'année d'après. Fait que c'est principalement ça qu'on fait. Et ça, c'est une de mes photos préférées en Indonésie. Parce qu'il faut que vous sachiez que si j'aurais, dans le fond, j'y courais après avec mon appareil photo. Fait qu'elle, dans le fond, elle était folle de joie que quelqu'un y court après pour se faire photographier. Puis j'aurais fait ça ici, je me serais retrouvé avec des parents puis 3 jours de police, puis avec une accusation de je sais pas quoi. Okay? Tandis que là-bas, non, mais c'est la joie pure qui transparaît sur son visage. Quand je regarde ça, ça me rappelle encore, suis-je le gardien de ma sœur? Ben oui, je suis le gardien de ma sœur. Je veux dire, si je sais qu'elle a besoin d'aide puis je peux l'aider, je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais vous parler de nos projets présents, nos projets futurs. Et ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. L'Église ne doit pas être à l'écart de la douleur du monde. Elle doit être en prière, précisément à l'endroit où le monde souffre. On est appelé à briller. Puis si on brille dans des endroits où tout est beau, ben on brille moins. On brille quand même, on brille moins. Et quand on va dans des endroits comme ça, on brille beaucoup. Et on a la chance quand même de travailler dans un pays, oui, les musulmans, mais ce sont des musulmans modérés. Donc, dans le sens qu'ils savent qu'on est des chrétiens, mais ils travaillent avec nous quand même. On visite des écoles à chaque année. On est accueillis à bras ouverts. Ils arrêtent l'école, rassemblent les enfants pour qu'on puisse leur parler. Ça va arriver même à l'occasion de pouvoir prêcher l'Évangile, vraiment, ouvertement. Sauf que ça, il faut que je sois très délicat parce que là-bas, il y a une loi qui s'appelle la loi anti-blasphème. Et en quoi consiste ce blasphème? Bien, c'est d'essayer de christianiser quelqu'un qui a 18 ans et moins. Donc, c'est sûr que pour moi, le pire qui peut m'arriver, probablement, ça serait d'être expulsé du pays puis de ne pas pouvoir y retourner, ce qui serait vraiment très ennuyant. Mais je travaille souvent avec des gens avec des Indonésiens qui viennent nous aider. Ce sont des chrétiens, eux autres aussi, puis eux risquent la prison puis des amendes. Donc, il faut qu'on fasse attention. Cette année, on a eu la chance de pouvoir démarrer un projet dans un bidonville à Jakarta. Ça faisait des années que je priais pour ça. Je priais pour ce district-là, ce bidonville-là qui s'appelle Kalibaru. Juste pour donner une idée, c'est petit, là, ce que vous voyez dans le fond, c'est une infime partie de la ville de Jakarta, parce que Jakarta, c'est une très, très grosse ville, 35 millions d'habitants. Donc, c'est presque aussi nombreux que Canada, juste une ville. Vous la voyez? Oui? La photo, parfait. OK, super. Et la population estimée de ce bidonville-là, c'est 68 950 personnes. Dans le fond, vous donner une idée, il y a 27 602 habitants par kilomètre carré. Okay? Tandis qu'au Québec, c'est 6,6 habitants pour kilomètre carré.
la densité de la population. C'est-à-dire que pour chaque kilomètre carré, il y a 6,6 personnes qui vivent. Au Québec, là-bas, c'est 27 602 personnes. Fait que c'est insalubre. L'odeur est pestilentielle parce qu'ils sont sur le bord de la mer, sur le bord du plus gros port de Jakarta. Ça sent mais mauvais. Puis en plus, quand on y a été, notre guide nous disait que ça pue encore plus quand il pleut. Donc, puis eux autres, comme je vous dis, on a entre 6 et 8 mois de pluie. C'est pas la mousson, c'est pas intense sans arrêt, mais il pleut quand même pas mal. Donc, ça fait longtemps qu'on priait pour ça. Puis l'année passée, dans le fond, on a pu le visiter. Puis là, cette année, on a pu démarrer un projet où on soutient 10 filles là-bas. Là. Fait que ça, on est vraiment très heureux de ça. Donc, ça, c'est une définition de bidonville. Okay? Alors, c'est un endroit où l'espoir est totalement absent et la pauvreté extrême. Les gens n'ont aucun espoir de s'en sortir. Fait que vous comprenez pourquoi nous, on représente Jésus. Hein? Puis quand Jésus arrive à quelque part, il y a toujours de l'espoir. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là. Il faut qu'on y soit. Okay? Parce qu'ils n'ont aucun espoir, eux autres. Il n'y a personne qui va les aider à s'en sortir. Puis cette année, dans le fond, on a pu rencontrer les familles, mais on n'a pas pu revisiter le bordel parce que il y a un nouveau chef qui a été élu, puis c'est un gangster. Puis lui, dans le fond, il n'était pas content que ce projet-là ait démarré parce qu'il aurait voulu que l'argent passe par lui. Si l'argent pour le projet passe par lui, l'argent ne se rend pas. Donc, ça, c'est un sujet de prière, que Dieu s'occupe de cet homme-là, soit qu'il tasse, ou encore mieux, que le gars se convertisse, qu'il devienne chrétien, ça serait encore mieux. Fait que, juste vous donner une idée, ben, ça, c'est des photos du bidonville en question. Pas d'eau courante, pas d'eau potable, pas de toilette, puanteur infecte, aide gouvernementale inexistante, parce qu'en théorie, il n'existe pas, ces gens-là. Ce sont des illégaux qui sont installés de façon illégale, puis il y a beaucoup de gens là-bas qui n'ont pas de certificat de naissance. Fait qu'il n'y a aucune existence légale. Donc, le gouvernement s'en lave les mains, il ne s'en occupe pas. C'est un très bel endroit. Il faut que les chrétiens, il faut qu'on soit là, absolument. Il faut qu'on soit là. Dans le bidonville, la 5e cause de décès, c'est la consommation d'eau. L'eau est impropre, la consommation. Elle est tellement polluée, leurs nappes phréatiques sont envahies par l'eau de mer. Donc, ils ne peuvent rien faire, même s'ils tombent 200 ml d'eau à chaque mois. Les gens sont constamment inondés, puis les plus pauvres, parmi les pauvres, habitent dans ces endroits-là. Okay? Ça fait que c'est misérable. Un bidonville, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable, ni à visiter, ni à y vivre. Oups. Alors, 19% des enfants ont des retards de développement, puis cet endroit-là est encore plus dangereux que Bangass, où est-ce qu'on va pour la prostitution, parce que les bordels sont littéralement l'autre côté de la rue où est-ce que les enfants vivent. Donc, c'est très courant que les parents vont envoyer leurs enfants faire une coupe de passe là pour aller chercher un peu d'argent. Puis, fait que c'est vraiment pas un endroit, c'est pas un bon endroit. Puis en plus, c'est le principal port de mer. Fait qu'un marin, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'il est en mer, quand il débarque au port, il n'a pas envie d'aller manger un Big Mac puis manger une frite. Hein. Il a envie d'autre chose avant. Donc, il y a beaucoup d'abus sexuels, puis la criminalité est très élevée là-bas. Alors, ça, c'est une jeune fille, elle s'appelle Artie. Alors, elle a fait partie de celle qu'on aide maintenant. On a démarré le projet en juillet, parce que cette année, on n'était pas censé aller en Indonésie. Une fois tous les 2 ans, c'est en masse, parce que notre programme principal fonctionne depuis 8 ans. Donc, mais là, quand le projet, moi j'avais placé devant le Seigneur, si tu me donnes l'argent pour démarrer le projet, je vais comprendre qu'il faut qu'on y retourne cette année. Et c'est en juin qu'on a décidé. Puis ça, il faut que je vous compte ça quand même. Nous autres, le 10 juin, on a un CA, parce qu'on est un organisme, dans le fond, sans but lucratif, reconnu par le gouvernement. On émet des reçus d'impôts. Donc, il faut qu'on ait un CA, il faut qu'on ait une réunion annuelle, etc., etc. Et cette année, le 10 juin, j'avais la réunion avec mon CA. On s'en allait là pour, dans le fond, donner des nouvelles, puis leur dire que non, on ne va pas en Indonésie cette année. Notre programme fonctionne, c'est pas nécessaire. Puis, sur notre chemin, on vit à la campagne, nous, fait qu'on a arrêté dans notre boîte postale. Puis sur le chemin pour aller au CA, il y avait un chèque qui nous attendait d'une fondation pour le projet dans le bidonville. Fait que là, finalement, on est arrivé à la réunion du CA en leur disant, voici ce qui s'est passé. Fait que, on y va. On y va cette année. Quand on démarre un projet, il faut être là la première année quand même, là, pour rencontrer les employés, rencontrer les enfants, les familles, tout ça, pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est entre autres choses qui se sont passées.
Alors ça, dans le fond, ici, c'est des jeunes filles qu'on aide maintenant. En tout cas, la photo en bas. Là, pardonnerie, je me rappelle pas de son nom, mais je pense, elle, si je ne me trompe pas, c'est la sœur de celle que je vous ai montrée juste avant. Et dans le fond, on est vraiment content de pouvoir donner un coup de main. Écoutez, ce projet-là, c'est 6 500 $ par année. C'est ça que ça coûte pour changer la vie de 10 filles. Okay? C'est pas beaucoup, là. On est vraiment content de finalement avoir pu faire ça. Ça ici, c'est l'équipe. Vous, dans le fond, de gauche à droite, le jeune homme avec les cheveux longs, il s'appelle Orsi. C'est un chrétien. Parce que pendant 6 ans, on a travaillé tout seul là-bas. Et depuis 3 ans, donc pendant 5 ans. Les 3 dernières années, là, on a pu s'associer avec une église américaine, un implanteur d'église à Jakarta, petite église. Il s'appelle John, sa femme s'appelle Sarah. Et quand on va visiter, dans le fond, les écoles, les filles, les familles, bien, ils viennent avec nous. Donc lui, Orsi, c'est un avocat. Et lui, il a vraiment à cœur le ministère. Puis, dans le fond, il a choisi de travailler dans un cabinet d'avocat où il fait moins d'argent. Mais il a la latitude de pouvoir dire, moi, je m'en vais 3 jours. Fait qu'il est libre de gérer son temps comme il veut. À gauche, si on continue, dans le fond, vous voyez mon épouse. Dans le fond, entre les deux, c'est notre fille Dita. Alors, c'est quelqu'un qu'on a adopté de l'Indonésie. Fait qu'on est vraiment très, très heureux de l'avoir avec nous. Ça a été... si jamais j'ai le temps, parce que là, j'ai oublié de demander... j'ai jusqu'à quelle heure, en fin de compte? 11 heures? OK. 11 heures? OK. Écoutez, je vais regarder cette histoire-là pour la fin, si on a le temps. Sinon, je vous la raconterai, vous viendrez me voir tantôt. Puis on vous racontera ça, mais ça a été toute qu'une épopée, faire venir une fille d'Indonésie comme ça, là. Je vous garantis que Astérix puis la Maison des Fous, là, c'est de la petite bière comparé à l'immigration au Canada. C'est hallucinant. Mais quand Dieu décide qu'il intervient, il fait des choses absolument incroyables. Fait que là, je vous ai assez mis l'eau à la bouche, il va falloir que je vous raconte ça tantôt. Hein? Okay? Mais Dieu a vraiment fait un miracle dans ce cas-là. Si on continue, à côté de mon épouse, ça c'est une femme qui travaille, je dis nos employés, parce qu'on paye une partie de leur salaire, mais ils sont employés par une fondation qui travaille dans le bidonville. Cette femme-là, on l'avait rencontrée en 2017, la première année qu'on y a été, et c'est une ancienne prostituée qui a pu s'en échapper puis qui consacre sa vie maintenant à aider les jeunes filles, les jeunes prostituées. Bien sûr, il y a moi, puis à côté de moi, avec le chapeau, c'est Jérémy. Alors, quand je suis arrivé en Indonésie en 2017, c'est lui qui m'a invité. Lui, c'est un homme, c'est un travailleur social. Il a fait sa maîtrise sur la prostitution et le trafic humain des jeunes filles. Et il a fondé 3 fondations, 2 à Jakarta, dont une dans ce bidonville-là, et l'autre, celle qui est Kusuma Bangals, qui est très impliquée. Et on est devenus des très bons amis, mais c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment à cœur d'aider les filles. Et à côté de lui, c'est une autre employée, elle, je pense qu'elle s'appelle Riska, je ne suis pas sûr à 100%. Mais ça, dans le fond, c'est l'équipe Kalibarou pour l'instant. Est-ce qu'on espère, dans le fond... Écoutez, c'est pas compliqué. Officiellement, il y a 90 000 prostituées qui ont moins de 18 ans. On en aide 40. Il en reste 89 960 à aider. Ça fait que vous comprenez que le travail n'est pas terminé. Hein? Mais il ne faut pas que je vois ça de même, parce que ça vient bien trop pesant. Ça vient tellement lourd. Donc ça ici, quand on visite les écoles, c'est le genre de réception qu'on a. Moi, je suis photographe, je suis spécialisé beaucoup dans la photographie de rue, c'est-à-dire photographier les gens de façon spontanée dans leurs endroits où est-ce qu'ils vivent. Puis en Indonésie, les gens aiment ça, se faire photographier. Hein? Je me promène dans la rue ici, je photographie quelqu'un sur le bord de la rue, ou je vais me faire envoyer promener, ou je vais me faire menacer de poursuite. C'est pas agréable. Là-bas, c'est le contraire, ils veulent être photographiés. Donc, à un moment donné, il s'agit qu'une personne nous demande de se faire photographier dans la rue pour qu'on se ramasse avec une file de gens, des 30-40 personnes qui sont avec leur cellulaire, puis là, ils veulent se faire photographier avec le touriste canadien. Donc, ils sont très, très accueillants, mais pour un photographe, c'est le paradis. Je peux photographier qui je veux. Je vois quelqu'un d'intéressant sur la rue, je m'arrête, je me présente, je dis est-ce que je peux prendre en photo.
je pense qu'en 8 ans, je me suis fait dire non une fois. Puis une fois, je me suis fait demander de l'argent. Puis j'ai dit à la personne, ben, c'est toi qui devrais me payer, ben, c'est moi qui photographie. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire, c'est mon sens de la répartite. Mais c'est très agréable de travailler là-bas. Okay. Alors, le district d'Indramayu, pourquoi est-ce qu'on va là? Ça, c'est un autre verset qui me touche beaucoup toujours. Ça dit à cause de la profonde bonté de Dieu, de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer. Excusez. Ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et le district où est-ce qu'on travaille, et le bidonville où est-ce qu'on travaille, ben, ils sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est là qu'ils sont. Alors, les chrétiens, c'est là qu'il faut qu'on soit. On a chacun notre appel, vous allez me dire, puis ça, je comprends ça. Vous n'êtes pas tous appelés à partir comme nous, on le fait, mais on peut tous aider d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est là que Dieu nous a appelés, nous. Okay. Alors, dans le fond, nous, on considère que depuis que Jésus est venu, on est en guerre de reconquête. Hein, on est en train de reconquérir, dans le fond, la planète pour Dieu, pour Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on est là-bas. Et comme je vous disais, les gens, ils savent qu'on est chrétiens. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Et ça, dans le fond, c'est des photos quand on visite les enfants, quand on visite les écoles, eux autres, ils ne reviennent pas. Ça les touche beaucoup que des gens qui vivent à 13 km de chez eux s'intéressent à eux. Fait que juste le fait d'y aller, même si on ne peut pas tous les aider, c'est pas toutes des filles qu'on aide, là, parce que ça, c'est des photos dans les écoles. Fait qu'on visite les écoles des filles qu'on aide, mais ça ne se limite pas aux filles. Mais juste le fait qu'on vienne comme ça, puis que je puisse leur dire, dans le fond, que Dieu les aime, ils les aiment personnellement, ils ont de l'importance à ses yeux, puis que ça c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Parce que c'est sûr qu'en étant musulman, quand même, le concept de Dieu ne les dérange pas. Ça ne les met pas mal à l'aise. Il faut juste que je fasse attention à ce que je dis et ce que je fais, là, comme je vous dis, pour la loi anti-blasphème. Donc, ça, c'est différent encore des photos, les inévitables photos de groupe. Ensuite, à un moment donné, on a eu une séance d'autographe aussi. Là, c'était toute l'école qui voulait... On était comme des vedettes, là. Moi, je dis souvent que je ressemble à Brad Pitt, puis ça fait rire le monde, je ne sais pas pourquoi. Mais là-bas, les gens voulaient avoir mon autographe, comme si j'étais Brad Pitt. Vous allez me dire que je vis dans le déni, vous avez raison. Alors, ça, dans le fond, c'est des professeurs. Ça, c'est des professeurs dans une école très, très, très musulmane. Parce qu'ils sont tous musulmans, mais les écoles plus coraniques. Donc, l'accent est vraiment mis sur la religion. Et ils nous reçoivent vraiment bien. Puis, à un moment donné, un de ces professeurs-là a demandé à notre traductrice, elle était stupéfaite parce qu'elle dit, mais ils sont chrétiens, pourquoi ils veulent nous aider? On est musulmans. Mais elle ne disait pas ça sous forme de reproche, elle était touchée par ça. Elle dit, puis là, après ça, elle dit, mais ils sont où les musulmans dans notre société, dans notre communauté qui devraient nous aider? Fait que ça, c'est tout qu'un témoignage pour nous, là, les chrétiens. On fait une différence, on se distingue. Okay? C'est ça qui va les toucher. Le pays musulman, c'est souvent ça. Il faut que tu établisses des relations, puis avec le temps, tu peux finir par partager ta foi. Okay? Bon, vous allez me dire que c'est la même affaire ici, là, mais c'est encore plus touché là-bas, parce que c'est sûr qu'on est en territoire hostile quand même. Alors, ça, dans le fond, c'est encore des photos dans les écoles. Ça, c'est une de nos... Oups, je vais changer aussi. Ça, c'est une de nos protégées. Elle aussi. Alors, elle s'appelle Poutri Ainoun. Ouais. J'ai retenu son nom parce que quand on a eu sa photo, elle n'était pas voilée. Elle avait une face tellement malcommode. Ça, c'est une autre petite fille, elle a 16 ans. Elle, là, dans le fond, ses parents sont morts. Beaucoup de parents meurent du sida là-bas. Mais beaucoup de femmes. Les hommes, dans le fond, n'ont aucun sens des responsabilités. Ils partent. La fille qu'on a adoptée, sa mère est morte, elle avait 1 mois et demi, puis son père, lui, il a sacré son camp, elle avait 2 ans. Puis c'était bye-bye la visite, moi je m'en vais, arrangez-vous. Donc, c'est ça qui se passe là-bas. Ça ici, c'est une école. Encore ça, c'est une vue, dans le fond, une école qu'on visite. Donc, c'est ça qui est fascinant. On arrive ici, on arrive là, ils arrêtent tout. Ils arrêtent les activités, ils réunissent les profs, réunissent les enfants. On peut leur parler, puis je ne vois pas ça arriver ici dans nos écoles à nous autres. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que là, je vois que le temps, il me reste 1 minute, puis je vais peut-être en prendre 2 pour vous raconter comment on a réussi à avoir notre fille ici. Si vous me le permettez, sinon je vais arrêter, pas de problème. Alors écoutez, dans le fond,
vous pouvez soit devenir un parrain. Un parrain, c'est un engagement d'1 an, parce qu'on les envoie à l'école pendant 1 an. Dans le fond, c'est 45 $ par mois. Et il y a une particularité, par exemple, il faut que je vous dise que si vous parrainez une fille, vous n'aurez pas de photo. Parce que c'est à cause du caractère sensible de notre genre de travail, à cause des pédophiles qui sont constamment à la chasse, puis ils vont sur nos sites pour aller trouver leur prochaine proie. Donc, vous n'aurez pas leur adresse, vous allez avoir dans le fond leur nom, leur niveau de scolarité. C'est tout ce que je peux vous transmettre comme information. Je sais que c'est plate, là, mais on ne peut pas faire autrement. Vous pouvez donner de façon ponctuelle, vous pouvez devenir un donateur mensuel ou annuel. Et pour, dans le fond, faire ça, la façon la plus simple, c'est d'aller sur notre site qui est talitakumi.org. Et là, vous pouvez donner. Ça, c'est avec Canadon. Ce Canadon, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir vos reçus d'impôts au fur et à mesure. Puis tout est géré pour nous. Mais si ça, c'est trop compliqué, vous pouvez, dans le fond, il y a tout le temps un petit onglet « Contact ». Vous pouvez m'écrire, puis me dire « Je serais intéressé de parrainer une fille, comment je peux faire pour, dans le fond, t'envoyer l'argent chaque mois ou t'envoyer l'argent pour l'année, peu importe. » Puis aussi, on a un projet présentement qu'on aimerait démarrer. C'est 18 filles qui nous ont écrit l'année passée. Puis c'était des lettres, c'était des appels à l'aide. Et dans le fond, on recherche, on aurait besoin d'environ 15 000 $ pour pouvoir soutenir ces 18 filles-là, pour les amener à compléter, dans le fond, leur primaire et leur secondaire. Pour certaines, c'est juste 1 an ou 2 qui manquent, puis qui ne pourront pas finir si on n'intervient pas. Donc, il y a différentes façons de nous aider. Alors, juste pour conclure, vous expliquer un peu comment on a réussi à avoir notre fille Dita, elle s'appelle Dita Octaviani. Ça a pris 3 ans pour la faire venir. On a, dans le fond, essuyé 2 refus. Puis quand tu essuies un refus à l'immigration, tu n'as pas de raison. Tu reçois une lettre, tu as demandé refusé. Fait que, quand tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu as fait de travers, la deuxième fois que tu fais une demande, tu refais la même affaire, avec la même réponse. Fait que là, on était pas mal déçus. C'est parce que moi, j'aimerais savoir, je pensais à ça, de vous apporter de l'aide, mais avez-vous une adresse où est-ce qu'on peut... Oui, bien, dans le fond, je pourrais vous donner, parce que tout se passe à partir de chez moi, fait que je pourrais vous donner l'adresse. Oui, parce que moi, je n'ai pas de courriel, je ne connais pas comment fonctionner avec ça. OK. Mais j'aurais apprécié une adresse. Bien, écoute, tantôt, venez me voir, puis je vous écrirai ça, avec plaisir. Merci. OK. Donc, pendant 2 ans, on a travaillé fort, puis moi, je suis pas un gars patient. Là. Vous allez dire comment tu as fait pour être enseignant au secondaire toute ta carrière. Je ne sais pas, c'est par la grâce de Dieu. Mais je suis pas patient de nature. Fait que le nombre de fois que j'ai pogné les nerfs, tu pognes les nerfs tout ça parce que tu parles à personne. Fait que, on remplit, puis c'était compliqué. Il fallait retrouver son père parce qu'il était mineur à l'époque. Puis, je ne vous raconterai pas tout en détail. Mais la deuxième année on a essuyé un refus, on a quand même été en Indonésie, on était très déçus parce que là, on pensait aller chercher Dita. Fait qu'on la rencontre, on dit, écoute, on lâche pas, on va regarder ce qu'on peut faire. Fait que on arrive de mission le samedi, puis le lendemain, on ne devait pas nécessairement aller à l'église. Puis là-bas, à Jakarta, il y a une très grosse église d'expatriés. C'était vraiment très grosse. Et finalement, on y a été avec le pasteur. Il n'est pas pasteur de cette église-là, mais il va là des fois le dimanche matin. Fait moi, je donnais une conférence à des chrétiens le soir sur justement un peu la conférence que je viens de vous donner. Puis, il y a un gars en avant de moi qui se vire, puis il me dit, il dit, il faut que tu viennes me voir à la fin. T'as pas idée comment c'est important que tu viennes me voir. Fait que, OK, je me suis dit, bon, ben, il a vu ma photo circuler, il sait qu'on est un organisme, il veut donner, puis il veut vérifier avant. Fait qu'on fait, le culte a lieu, la célébration. Fait qu'après ça, il se lève, on commence à parler, mais là, il était agressif, le gars. Les questions, là, vraiment des questions raides, là, tu sais, des questions dans le genre de qu'est-ce qui me dit que vous faites vraiment ce que vous dites? Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas un front pour un réseau de prostituées? Puis, tu sais, par la grâce de Dieu, je suis resté calme, j'ai répondu à toutes ces affaires. Puis pendant la conversation, à un moment donné, il me parle de Dita. C'est la fille qu'on a adoptée. Fait que là, je regarde, et je dis, ben oui, mais comment ça que tu es au courant de ça? Comment ça que tu la connais? Ben écoutez, j'étais à 13 000 km de chez nous. J'étais dans une ville de 35 millions d'habitants. Okay?
Puis le gars en face de moi, c'est un Canadien. C'était l'agent d'immigration qui avait refusé 2 fois notre demande. C'était lui. Nous, on pensait que ça se passait au Canada, cette affaire-là, puis ça se passait à l'ambassade canadienne. Fait que le gars en face de là, c'est lui qui nous avait refusé 2 fois. Fait que là, il nous a expliqué, dans le fond, la raison pour laquelle on a refusé à chaque fois, c'est que ta demande est tellement inhabituelle, il n'y a jamais personne qui fait ce genre de demande-là, prendre une jeune fille et l'amener au Canada. Nous autres, ça levait des drapeaux rouges partout dans le bureau. C'est qui ce gars-là? C'est quoi cette affaire-là? Fait que c'est pour ça que tu as été refusé. Puis, fait que là, il dit, écoute, je peux pas te pistonner, je peux pas t'aider à avoir une réponse positive. Je peux pas intervenir directement dans le dossier. Il dit, mais ce que je peux faire, par exemple, c'est que je peux t'expliquer comment ça pense un agent d'immigration. Comme ça, si tu décides de refaire une demande, tu vas savoir quoi nous dire. Et effectivement, on a suivi ses conseils, on a fait la demande. On a fait la demande en septembre quand on est revenu. Et le soir de la fête de mon épouse, le 10 décembre, je reçois un courriel d'immigration disant « Ton visa est accepté, tu peux venir chercher la fille. » Mais imaginez-vous à quel point c'est incroyable. C'était impossible que je tombe sur le gars qui traite le dossier de ma fille, qui nous a refusé 2 fois. 35 millions d'habitants. Pensez-y, j'avais une chance sur 35 millions de tomber dessus. Mais une chance sur 35 millions avec Dieu, c'est pas grand-chose. Donc, écoutez, moi, ça conclut mon affaire, parce que là, j'ai dépassé de 6 minutes, puis je veux pas... je me demandais, est-ce que ce serait opportun d'avoir une période de questions maintenant, ou t'as mieux que les gens viennent me voir après, Luc? On peut prendre des questions maintenant, si vous en avez. Je vais poser une question. Peut-être avec... À Freedom, à quoi? Freedom, le monsieur qui était un policier qui s'est engagé pour aller sortir des enfants qui étaient pris dans la prostitution, là même. Ben, écoutez... Je sais pas si tu l'as entendu parler, là. Non, mais c'est sûr que le genre de travail qu'on fait, ça doit certainement ressembler à ça. Lui, c'est sûr que s'il sort des filles de la prostitution, c'est un travail qui est différent. Mais non, je ne connais pas, malheureusement, je ne connais pas ça. Y a-t-il d'autres questions? La conférence est tellement complète qu'il n'y a pas de questions. Oui. C'est pas une question. Moi, ça a tombé comme ça par hasard, là, à peu près 2 jours sur YouTube. Je vois une vidéo, une journée ou 2, puis c'était un chrétien, ça se passe peut-être au Québec, là, qui parlait français, puis interrogeait un musulman. Et puis, il confondait dans sa foi. Et puis, il a dit, savais-tu que Mahomet à 5 ans... non, il dit, le musulman, il avait une petite fille de 9 ans. Oui. Ben, sa femme, sa première femme avait 9 ans. Oui, mais le musulman qui parlait avec le chrétien sur YouTube, il y avait aussi une fille de 9 ans. OK, tu parles du musulman, je pensais que tu parlais de Mahomet. Oui, mais je vais en venir à ça, là, okay. C'est que... Mais le chrétien, il dit à ce musulman-là, il dit, ta fille a 9 ans, il dit, savais-tu que Mahomet, il avait épousé une fille de 9 ans, puis tout ça? J'ai dit, moi, je connais quelqu'un, là, un homme de 54 ans qui s'apprête à épouser ta fille, est-ce que tu accepterais? Ah non, ça n'a pas de bon sens. Mais il dit, pourquoi? Mais il dit, dans le temps de Mahomet, ça se faisait. C'était correct aujourd'hui. Mais il dit, sais-tu que la petite fille, elle va être, dans sa tête, elle va être détruite, dans son corps aussi, puis tout ça, elle n'est pas prête pour ça. Fait que, en tout cas, j'ai vu ça sur YouTube. Puis là, tu parles de ça aujourd'hui. Et puis, ça démontre que leur prophète, il agissait comme ça, avec les enfants. Oui, c'est un peu mais les gens aujourd'hui, en tout cas d'ici, là, ils ne voudraient pas que leur petite fille elle marie un homme. Fait que c'est juste pour vous dire que c'est contradictoire, eux autres, leur foi, leur croyance par rapport à la moralité, par rapport à... Sur vidéo, là, il y en a plusieurs des chrétiens qui parlent avec des musulmans puis qui leur parlent par rapport à la Bible, par rapport à... Il y en a un aussi à Montréal qui se promène, un Asiatique, là, avec son micro puis sa caméra, puis il interroge là, partout ce qu'il y a du monde, là, puis il y a beaucoup de musulmans, puis il leur parle, puis il essaie de leur montrer que ça n'a pas de sens sur quoi qu'ils s'appuient. Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire, je voulais partager ça. Merci.
comment vous faites quand vous allez là-bas, puis évangéliser, puis de voir des affaires de même? Ça doit être dur pour sortir quelqu'un de la prostitution. Ben, oui, votre question comporte quelques aspects. Oui, c'est difficile de sortir quelqu'un de la prostitution. C'est pour ça qu'on axe plus sur la prévention. Dans le fond, on essaie d'agir avant que les jeunes filles soient recrutées. Parce qu'on a quelques histoires de jeunes filles qu'on a aidées à sortir de la prostitution, mais majoritairement, c'est plus de la prévention. Est-ce que c'est dur? Oui. Quand on sort de là, ça nous prend quelques jours, même plus que ça, à s'en remettre. Parce qu'on côtoie énormément de misère, puis oui, c'est pas évident. Et pour ce qui est d'évangéliser, dans les pays musulmans en général, c'est ce qu'on fait comme travail présentement. Dans le fond, c'est d'être à leur service, puis de les aimer comme ils sont. Puis des fois, il y a des opportunités, comme je vous dis, à un moment donné, j'ai eu une question qui m'a été posée, qui m'a permis, dans le fond, d'expliquer qu'est-ce que c'était Talitha Koumi, de m'en aller à Jésus, puis d'expliquer qu'est-ce que Jésus était, puis, et est toujours d'ailleurs. Mes règles générales, c'est ça. Il faut que je sois général, il faut que je parle de l'amour de Dieu, ça va. Mais commencer à parler de Jésus, surtout dans les écoles. Dans les familles, ça va, c'est différent. La loi anti-blasphème ne s'applique pas. Mais dans les écoles, on pourrait avoir beaucoup de problèmes si de toute façon, si on insistait, à un moment donné, il nous fermerait les portes. Donc, c'est un travail de longue haleine. Puis vous savez que dans il y a beaucoup de témoignages dans les pays musulmans où Jésus visite certains musulmans dans leurs rêves. Okay? Parce que les rêves, c'est très important. Donc, nous, on assistait l'année passée au baptême de quelqu'un, que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Jésus est venu y parler dans son rêve, puis le gars s'est converti. Donc, il y a différentes façons. Oui. Oui, frère, moi, je tiens à remercier le Seigneur et à vous remercier pour votre témoignage. Bien, merci beaucoup. Et je demande au Seigneur, qui lui est plein de miséricorde et de compassion, Seigneur, vous avez entendu, vous aussi, et vous connaissez notre frère et son épouse et ceux qui œuvrent avec lui. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui, dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est parfaitement amour, merci, Seigneur, pour ce témoignage. Merci, Seigneur, parce que tu vas accorder toute ta miséricorde, toute ta grâce, tes compassions et ta prospérité. Je souhaite prospérité à l'œuvre, Seigneur, que tu sois initié dans le cœur de notre frère. Amen. Merci, Seigneur, pour cette œuvre. Amen, merci. Ça me permet de vous dire que tantôt, dans le fond, on va avoir des choses, des objets de Talitha Koumi qu'on peut vendre, tasses, sacs d'épicerie, des choses comme ça. Si vous voulez devenir membre de Talitha Koumi, vous pouvez le faire aussi. C'est pas bien cher, c'est 10 $ pour l'année. Fait que vous pouvez aussi devenir membre. Fait quand on va avoir notre réunion annuelle, on va pouvoir vous inviter. Vous allez pouvoir vous inscrire, peut-être vous inscrire sur la lettre de nouvelles, qu'on puisse vous tenir au courant aussi. Parce qu'on a notre assemblée annuelle en octobre cette année, bientôt. Puis c'est là où je vais présenter, dans le fond, un rapport de mission plus complet sur ce qu'on a fait cette année. Donc, merci encore. Et c'est ça, c'est fini.